Anerla, bonjour. Bonjour. Anerla, vous êtes philosophe, chargée de cours et de recherche en didactique de la philosophie ici à l'Université de Liège. Et vous êtes également active dans l'association Philocité. Anerla, merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Nouvelle, et je dois le dire, dernière pause café. On est très content de vivre avec vous cette dernière pause café de l'histoire des pauses café. Et petite anecdote, je ne sais pas si vous le savez, mais la toute première pause café que nous avions faite était en fait une pause thé. Il se fait que l'histoire retiendra que la dernière se fera également avec un thé. Anerla, donc vous étudiez la didactique de la philosophie. Ce qui vous intéresse donc, c'est de savoir comment on enseigne, comment on apprend la philosophie. C'est ça l'idée ? Oui, c'est ça, en partie. En tout cas, on s'intéresse à comment pratiquer la philosophie avec des enfants ou des adolescents. Peut-être plus qu'apprendre l'histoire de la philosophie, ce serait vraiment apprendre l'art de penser, je dirais, pour faire large. Et donc oui, toutes les méthodes qui peuvent permettre à des jeunes en fait, d'approcher cette réflexion sur justement comment transmettre sa pensée, comment la développer, comment avoir un questionnement sur les choses, comment mettre en forme ce questionnement, comment argumenter, enfin toutes sortes de choses comme celle-là. Et puis aussi éventuellement connaître en partie aussi les philosophes et leurs pensées et s'approprier aussi cette tradition-là. Donc c'est un peu les deux aspects, je dirais, le philosopher et la philosophie. Vos recherches, elles ont un écho tout particulier dans l'actualité aujourd'hui. On a beaucoup parlé, les médias ont beaucoup aimé ce terme de cours dorien lancé par la ministre Milquet à l'époque, qui maintenant porte un nom, c'est le cours de philosophie et citoyenneté, qui sera lancé dans quelques mois. C'est un terrain de jeu exceptionnel en fait pour vos recherches, ça c'est du pain béni pour vos recherches, non ? Oui, tout à fait. En effet, c'est un projet qui est assez ambitieux et donc on a besoin en effet d'être nombreux à penser les conditions d'un vrai cours de philosophie, puisque en Belgique c'est la première fois qu'on aurait un cours de philosophie dans le secondaire et dans le primaire. Ça commencerait dès le primaire. Et donc, en effet, on est toute une équipe à réfléchir à quoi va ressembler ce cours à venir. Pourquoi est-ce que la Belgique n'a jamais eu de cours de philosophie à cette échelle ? Alors pourquoi ça c'est difficile à dire, parce que c'est tout un historique qui est lié à un équilibre assez subtil et très belge entre les religions et au départ la religion catholique et la laïcité, qui sont finalement un peu partagés le gâteau de ce qu'on appelle nous les cours philosophiques, mais il n'y a que nous, je crois, qui appelons ça comme ça, et donc c'est un peu troublant. Ces cours philosophiques parfois font de la philosophie, mais parfois pas du tout en fait, et donc parfois il s'agit simplement de développer les philosophies au sens commun du terme de la laïcité ou de telle religion. Et en Belgique, on a considéré pendant tout un temps que c'était prioritaire finalement cet aspect convictionnel sur l'aspect philosophique et donc histoire de la philosophie, tradition philosophique et pratique du philosophé, comme j'ai de le dire. Oui. Si on en parle beaucoup de ce cours de philosophie-citoyenneté, c'est parce qu'il y a un enjeu derrière, c'est pas rien d'instituer un nouveau cours tel que celui-là aujourd'hui. Oui, il y a peut-être des enjeux multiples, mais... Qu'est-ce qu'on veut faire de ce cours de citoyenneté ? Alors je ne sais pas très bien qui est le « on », justement, c'est un peu ça le problème, c'est que, disons que la volonté peut-être du gouvernement, de la ministre Milquet aussi, puisque c'est elle qui a lancé vraiment les choses, c'est quand même dans un contexte bien particulier, à la suite des attentats d'abord du 7 janvier, puis ceux qui ont suivi, mais dans un contexte qu'on a considéré évidemment comme très tendu et où on a parfois estimé que le problème venait d'un manque peut-être de communication entre les communautés, un problème de dialogue interculturel, etc. Et où on s'est dit, au fond, il faut rétablir une espèce de socle commun de valeurs. Et ça, c'est le point de vue peut-être de départ du gouvernement. Alors, on n'est pas du tout tous d'accord là-dessus, on ne partage pas tous la même idée. Et donc, il y a d'autres enjeux, à mon avis, que celui-là, qui serait un enjeu presque de pacification sociale, où on se dirait il faut un consensus autour d'un socle de valeurs. Il me semble qu'il y a d'autres enjeux possibles derrière un cours de la philosophie. Parce que la philosophie, si je ne me trompe pas, c'est pas apprendre ce qu'on doit penser, c'est plutôt apprendre comment développer sa propre pensée, non ? Voilà, oui, c'est ça, tout à fait. D'après moi, en tout cas, ce serait davantage interroger les normes que simplement les avaliser, évidemment. Et donc, ça signifie pouvoir
pouvoir en effet rentrer dans une réflexion critique, distanciée vis-à-vis de la citoyenneté. Moi, c'est comme ça que j'envisage le lien entre philosophie et citoyenneté. C'est une approche philosophique de la citoyenneté où on peut précisément presque tout remettre en question, c'est-à-dire où rien n'est sacré. Alors, bien sûr, il y a des valeurs que l'école, en tant qu'institution d'État aussi, propage, et peut-être que là, on est pris dans un système voilà, qui nous englobe, mais néanmoins, il me semble que la philosophie, c'est ce pas de côté, c'est cet écart, c'est cette poche un peu particulière dans l'école qui permettrait justement que tout puisse être dit, mais pas n'importe comment, quoi, quelque chose comme ça. Mais si vous en faites ça du cours, la ministre, bon, qui n'est plus en place maintenant, mais elle s'en mordrait les doigts, à mon avis, d'avoir voulu créer ce cours. Je ne sais pas, parce que peut-être que dans un premier temps, elle s'en mordrait les doigts, mais après, moi, je pense que c'est essentiel dans une démocratie, alors digne de ce nom, avec ce que la démocratie peut avoir justement de dissensuel et pas de consensuel, quoi. Et donc, je pense que c'est peut-être qu'elle s'en mordrait les doigts, mais je pense que pour la société, ce serait au contraire vraiment un plus d'avoir enfin un cours où on peut problématiser, où on peut aussi déplacer les problèmes et dire tiens, la question ne se pose peut-être pas comme on voudrait qu'on se la pose, peut-être qu'il faut changer un peu son regard sur le problème. Et cette chose-là, de construire un problème, c'est quelque chose qui peut se faire collectivement et je dirais dès le plus jeune âge, dans une version évidemment un peu différente, et puis pour arriver en rhétorique, en pouvant faire ça à un niveau d'implication réelle et de lien avec l'actualité, par exemple, qui peut être vraiment à un haut niveau, ça je crois, surtout si on a fait ça depuis tout petit, quoi. Apprendre la philosophie, ça veut dire quoi? Vous l'avez dit, c'est pas juste apprendre l'histoire des philosophes et les pensées propres de chacun de ces philosophes qui, depuis longtemps, ont pensé le monde et nous ont éclairés sur... Mais parfois, quand on suit l'évolution des philosophes, on pense « Ah oui, c'est comme ça qu'il faut penser ». Puis le suivant dit « En fait, c'est pas comme ça, il faut penser complètement autre chose ». Et puis le suivant dit « Mais non, en fait, c'était... » Et du coup, on ne sait plus du tout quoi penser. C'est pas juste ça, c'est aller plus loin. Et comment est-ce qu'on apprend ce plus loin, ce petit plus? C'est pas juste ça, mais en même temps, il y a quelque chose d'essentiel, à mon avis, dans ce que vous dites là, parce que peut-être qu'au contact de l'histoire de la pensée, on apprend une espèce de souplesse de l'esprit qui est d'essayer de passer d'une chose à l'autre, de comprendre une manière de penser et puis une autre, et de se dire, tiens, au fond, peut-être qu'il n'y a pas de certitude absolue dans le point de vue que j'avais moi au départ, peut-être que je peux me décaler par rapport à ça et réfléchir avec les philosophes, avec cette tension permanente qu'il y a dans ce dialogue voilà, qui date de, je sais pas, de 2500 ans, si on prend juste la philosophie occidentale. Et c'est ce dialogue-là qui est vraiment formateur, moi je crois. Et ce qui est intéressant, c'est justement ce décalage que ça instaure à l'intérieur de soi-même quand on s'intéresse à l'histoire de la philosophie, parce que précisément, alors on perd un peu ses repères, un temps en tout cas, peut-être qu'on les retrouve d'ailleurs en partie après, mais on perd un peu ses repères. Et je crois que ça, cet affect-là, c'est pas du tout un affect naturel, c'est quelque chose qui est difficile à affronter, et c'est ça qui permet après ou avant, je ne sais pas de l'ordre dans lequel il faudrait faire les choses, mais de rentrer aussi dans une discussion qu'on dit philosophique avec nos pairs, avec des élèves, pour justement, pour pouvoir entendre l'autre vraiment, faire quelque chose de ce qu'il dit, l'intégrer, penser plus loin, etc., il faut pouvoir affronter aussi cette incertitude. Donc ça me semble être quelque chose qui est commun à la pratique du philosophé et à l'histoire de la philo. Pour aller si loin, pour aller si profondément dans l'incertitude, dans la remise en doute, dans la relativité des choses, ça demande peut-être un certain âge. À partir de quand est-ce qu'on peut se frotter à la philosophie? J'imagine que ça aussi, c'est quelque chose que vous étudiez? Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on s'interroge là-dessus sur l'âge, puisqu'on fait des ateliers philo avec Philocité, par exemple, depuis 5-6 ans, avec cette question de tiens, à quel point est-ce qu'on peut perturber les repères d'un enfant, ses certitudes, etc. Je n'ai pas d'idée définitive là-dessus, mais je pense qu'une forme de début de souplesse par rapport à ça peut s'apprendre très tôt. Les enfants adorent l'argument d'autorité, nous aussi, les adultes. Les enfants, c'est très visible quand ils ont 5, 6, 7 ans. Ils vont souvent argumenter en disant « mon père me l'a dit » ou « mon frère me l'a dit ». Et donc, il y a des petites choses déjà à modifier là, je dirais, en tout cas à amener une réflexion là-dessus, sans non plus ôter toute autorité aux parents. Les questions d'enfants, justement, de ces enfants vers 2-3 ans, pourquoi papa, pourquoi maman, pourquoi ceci, et pourquoi. Est-ce que c'est déjà de la philosophie à ce moment-là ou c'est juste pour ennuyer les parents?
Peut-être qu'il y a un peu des deux parfois. Je pense que les enfants sentent quand ils peuvent un peu agacer, ça c'est une chose. Je pense qu'il y a un vrai questionnement de fond chez les enfants qui n'est pas du tout à négliger et qui est une source possible justement un départ possible pour une activité philosophique, donc il ne faut pas du tout négliger ça. Maintenant, je ne veux pas non plus surestimer ça, c'est-à-dire que parfois je pense qu'il y a un côté systématique dans le pourquoi, qui est aussi une manière parfois d'attirer l'attention ou de tourner autour d'une chose sans... Voilà, ça dépend un peu dans quel contexte. Je ne ferai pas directement du pourquoi nécessairement quelque chose de philosophique, ça dépend tout à fait, voilà, je dirais ça. Pour en revenir à vos recherches, quelle méthodologie vous employez pour réfléchir à ces questions-là? Est-ce que vous observez la façon dont les enseignants donnent cours de philosophie? Est-ce que vous-même vous expérimentez certaines nouvelles techniques? Comment vous vous y prenez? Alors il y a à la fois en effet l'observation, donc plutôt la didactique descriptive, c'est-à-dire aller voir des cours donnés soit par des enseignants, soit par mes étudiants qui sont en stage. Et là alors on peut réfléchir sur base d'observations assez précises. Donc on part plutôt d'une description assez fine des faits pour essayer de voir au fond qu'est-ce qui serait des améliorations. Et ça on réfléchit collectivement avec les étudiants, avec les maîtres de stage, les moniteurs pédagogiques, toute une équipe. Mais moi ce qui m'intéresse peut-être encore plus directement dans mes recherches actuellement, c'est les nouvelles pratiques philosophiques, donc ce qui est discussion philosophique selon diverses méthodes qui existent en France, en francophonie depuis une vingtaine d'années, ou bien un peu les cafés philo, etc. Mais en essayant de voir ce que ces nouvelles pratiques justement apportent de nouveau dans la didactique de la philosophie. Et donc, ce que moi j'ai beaucoup fait, c'est comme on a animé pas mal à Philocité des ateliers et que on observe encore aujourd'hui beaucoup de gens en animation, eh bien, l'idée c'est de partir de cette pratique de terrain pour justement réfléchir non seulement à comment faire mieux, là c'est un point de vue du comment, un peu du pratique, de la technique, mais surtout peut-être pourquoi est-ce qu'on fait ça, quels enjeux est-ce que ça a au niveau, à des niveaux comme plus éthiques et politiques. Voilà, il y a un cours que je donne dans le cadre d'une formation aux nouvelles pratiques philosophiques, dans le certificat. Et là, c'est un cours d'éthique et politique de l'animation. Et c'est vraiment des questions sur quelle posture est-ce qu'on adopte en tant qu'animateur, comment est-ce qu'on considère l'enfant, qu'est-ce qu'on fait du conflit, par exemple. Est-ce qu'on pense mieux quand on est bousculé ou est-ce qu'on pense mieux quand on est sécurisé? Enfin, il y a une série de questions qui relèvent au fond de l'éthique et de la politique. Ou quel type d'égalité est-ce qu'on promeut par des pratiques comme celle-là? Rancière parle d'égalité des intelligences, mais comment est-ce qu'on met en pratique ça? Avec quelles attitudes? C'est à la fois très concret et ça rejoint des questions vraiment de philosophie éthique et politique, quoi, qui moi m'intéressaient au départ. Je viens de là, moi, de la philopolitique plutôt. Le philosophe, j'imagine par principe, remet en question en permanence sa pensée. Est-ce que le prof de philo remet en permanence sa façon, son approche de l'enseignement et son travail en question? J'ai un peu du mal à me prononcer pour le prof de philo, mais en tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes sur ma manière d'enseigner, donc je reviens souvent là-dessus. Je considère que tout ce qu'on a fait en pratique réflexive avec mes étudiants ou avec Philocité a vraiment nourri chez moi presque une façon d'être, quoi, qui est justement de remettre en question les choses. Et voilà, moi je tiens assez fort à la notion de doute, même dans la manière d'enseigner. Donc, je suis quelqu'un qui laisse pas mal à certains moments de vide. Je peux poser des questions dont je n'ai pas du tout les réponses et ça perturbe un peu les étudiants, j'ai remarqué, mais certains étudiants. Pour la première fois, la Belgique va donc se doter d'un cours de philosophie et citoyenneté. Est-ce que ce cours de philosophie n'arrive pas dans une société qui ne laisse plus beaucoup de place à la philosophie? Est-ce qu'il y a encore de la place aujourd'hui pour la philosophie dans notre organisation du monde? Il y a un peu deux questions. C'est une question de fait, quoi. Est-ce qu'il y a de la place actuellement? Et puis une question de droit, c'est ce qu'il faudrait y faire une place. Au niveau de fait, je dirais que on a fait très peu de place à la philo en Belgique, finalement. Quand bien même on retrouve partout dans les décrets, dans le discours de l'école, l'idée qu'il faut de la citoyenneté active, responsable, des élèves critiques, etc.
Pourtant, il me semble que les pratiques ne sont pas toujours en accord avec ça, loin de là, quoi. Et donc, est-ce qu'il y a une place? Je ne sais pas aussi. Dans une société très marquée, je trouve, par l'insécurité vis-à-vis de l'emploi, et on peut comprendre que ça pose problème aux élèves aussi. Et donc, il y a une demande comme ça très forte de quelque chose qui serait directement utile pour le... Alors moi, je trouve très intéressant que la philo, justement, propose autre chose et un décalage par rapport à ce monde-là. Et d'ailleurs, la possibilité de questionner ce monde-là et par exemple, cette centralité du travail, pour ne parler que de ça, c'est un des thèmes possibles d'atelier qu'on a expérimenté avec les élèves ici, les étudiants de philo, c'était l'an dernier. Donc cette société-là qui met tout ça en avant, je trouve que justement, elle a tout intérêt à faire la place à autre chose, qui puisse instaurer un pas d'écart et vraiment un décalage, un questionnement sur tout ça. Je dirais que oui. Donc oui, il y a la place, mais peut-être il faut un peu forcer le barrage. Il y a un besoin, mais la société ne fera pas d'elle-même cette place, peut-être. Mais là, elle fait une place, c'est-à-dire qu'institutionnellement, on va avoir un cours d'1 heure ou de 2 heures dans le secondaire et dans le primaire, mais qu'est-ce qu'on va y mettre, quoi? C'est ça un peu la question. Oui. Et c'est sur quoi vous travaillez? Voilà, dans des groupes de travail, je ne suis pas du tout seule à réfléchir à ça, et on a des avis parfois divergents là-dessus. Mais c'est pour ça que c'est un vrai enjeu, c'est cette question-là. Oui. C'est pour que ne pas faire de ce cours une rustine, mais peut-être une brèche, peut-être justement voilà. pour... Ça, ce serait tout à fait l'idéal, donc qu'on ne voit pas trop ce cours-là comme un cours de citoyenneté, au sens où ce serait faire allégeance presque à un système reconnu, parce que ce qui compte beaucoup pour certaines personnes aussi qui font partie des groupes de travail, c'est transmettre, comme je le disais, un socle de valeurs communes, mais ça veut dire la démocratie, les droits de l'homme, et considérer que le cours, c'est principalement reconnaître ces choses-là. Moi, j'ai un peu du mal avec même le verbe reconnaître, je ne sais pas exactement ce qu'on veut dire par là. Je trouve surtout important qu'on puisse interroger ces normes-là, voir qu'elles sont historiquement marquées, qu'elles ont une histoire, qu'il y a des conflits derrière, et que c'est tout sauf neutre, quoi. Pour conclure, Anerla, est-ce que vous voyez dans les mouvements comme Nuit debout ou précédemment Les Indignés des sortes de laboratoires de cette nouvelle façon de partager, d'enseigner la philosophie, de penser collectivement des problèmes de société? Oui. Sur la pensée collective de problèmes de société, là oui, moi je crois que c'est vraiment des lieux très importants d'apprentissage, de partage aussi. Et il me semble qu'ils mettent en œuvre une donnée essentielle qui n'est peut-être pas le tout de ce qu'on imagine dans un cours de philo-citoyenneté. Les aspects philosophiques, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont mis en œuvre, les méthodes dont je parlais, je ne suis pas sûre qu'elles soient à l'œuvre nécessairement là, mais une donnée essentielle du futur cours, c'est l'implication dans des questions sociétales et la capacité que peuvent avoir des jeunes à prendre la parole en public, à avoir un avis à défendre tout en entendant celui des autres, en sachant l'intégrer, etc. Ça, c'est des aptitudes très fortes qui me semblent être exercées dans Nuit debout et qui seraient d'autant mieux peut-être mises en pratique si les les jeunes avaient eu 12 ans de pratique de ça à l'école. Donc voilà, je ne dis pas que ça va être exactement la contestation de Nuit debout dans l'école, mais un apprentissage en tout cas de la prise de parole, de la réflexion et de la construction commune d'un problème, en affinant ça, oui. Donc, oui. Pour moi, c'est un tremplin vers des mouvements sociaux qui mettent en avant la réflexion commune. Anerla, merci. Merci aussi. Et merci pour ce tout dernier café.